bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro des mots et débats, l'émission qui donne la parole aux auteurs. L'invité du jour, il est d'origine guadeloupéenne, il est journaliste, chroniqueur sur France Info, auteur de documentaires pour la télévision, mais il est aussi journaliste spécialisé dans l'histoire des musiques, des chansons populaires. Je vous présente Bertrand Dical. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Parfaitement. Parfait. Merci d'être avec nous, Bertrand Dical. Alors, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur la chanson française. Alors, il y avait aussi d'autres essais, hein, comme Maudit Métis en 2011. Vous êtes l'auteur de Tout Gainsbourg en 2016, Louis de Funès, l'acteur français, qui est un livre qui est sorti en 2009, Les chansons qui ont tout changé en 2011. Et puis là, votre dernier ouvrage, bon bien sûr, hein, la liste n'est pas exhaustive, hein. Et puis là, votre dernier ouvrage, Ni noir, ni blanche, histoire des musiques créoles, paru aux éditions La Rue musicale chez Philharmonie de Paris. Eh bien, commençons tout de suite la première partie de l'émission au fil des pages. Tout d'abord, Bertrand Dical, expliquez-moi ce qui vous a poussé à écrire un essai sur cette histoire des musiques créoles. Certainement parce que je suis antillais et que quand on est antillais, on vous regarde toujours d'une drôle de façon. Ça a l'air simple comme ça. Moi, je viens d'un chapelet d'îles dans lequel sont nés la biguine, le zouk, le reggae, le calypso, des dizaines, des centaines de musiques. Mais pourtant, on nous dit toujours de ces musiques-là que les Européens nous disent facilement « Ah oui, mais c'est un peu comme le soukous, c'est un peu comme la rumba zaïroise. » On dit « Ah non, c'est des musiques des Antilles, des musiques du monde créole. Oui, mais c'est un peu des musiques africaines. » Et souvent, les Africains nous disent de façon un peu sommaire « Oui, mais vous, c'est de la musique européenne. Après tout, vous, les Guadeloupéens, les Martiniquais, vous êtes Français. Les Jamaïcains, c'est des Anglais. Donc, c'est un peu de la musique européenne. » Et c'est compliqué de dire à chaque fois « Mais non, c'est à la fois africain, européen, et américain, et asiatique. Et puis, c'est ni l'un ni l'autre. » C'est-à-dire que dire ces musiques-là, c'est des musiques africaines, c'est leur couper un bras. Dire c'est des musiques européennes, c'est leur couper un bras. Même quand c'est de la valse créole, même quand c'est du tango en Argentine, même quand c'est la bossa nova au Brésil, où on dit oui, mais c'est très civilisé, c'est très antello, c'est très américain, c'est très Saint-Germain-des-Prés. Non, non, c'est brésilien, c'est une musique créole, une musique savante, mais une musique créole. Et il y a Édouard Glissant. Et Édouard Glissant a révolutionné la pensée, a révolutionné notre regard sur nous-mêmes et notre regard sur le monde entier en disant la créolité, qu'est-ce que c'est ? Oui. La créolité, c'est quand vous additionnez deux éléments et que, en mettant ensemble ces deux éléments, vous obtenez quelque chose de supérieur à l'addition des termes. Autrement dit, vous prenez un petit bout de culture africaine, un petit bout de culture européenne, un petit quelque chose de culture asiatique, et bien vous obtenez quelque chose qui n'est pas un puzzle, non, c'est une réalité nouvelle. Cette réalité, c'est le génie de la créolité. Et donc, quand on dit musique créole, on se dit oui, c'est quoi ? C'est la biguine, c'est les musiques en créole ? Ben non, non, c'est le plus grand domaine de musique de l'histoire de l'humanité. Parce que c'est la biguine, le zouk, la salsa, le son, le blues, le jazz, des dizaines, des centaines de genres. Et dire que vous allez aux Antilles, dans l'océan Indien, dans certains endroits en Afrique, vous avez ces musiques-là qui sont nées du contact entre de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie, sur un tiers continent. Ailleurs, on a transporté des continents sur un autre continent et ça a créé ces musiques. Alors justement, quand vous dites donc ces musiques sont ni noires ni blanches, est-ce qu'on peut vraiment... Donc en fin de compte, vous êtes en train de me dire qu'on ne peut pas définir géographiquement ces musiques. Ce n'est pas seulement aux Petites Antilles, vous me parlez aussi de l'océan Indien, vous me parlez de l'Europe. Donc on va dire que c'est un monde réuni en un seul monde. C'est le nouveau monde. Ouais. C'est le nouveau monde. Et c'est ce que les Européens appelaient le nouveau monde. C'est pas parce que Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492 que l'Amérique est apparue soudain des océans. Non, c'est les Européens qui sont partis là-bas, qui ont voulu créer un nouveau monde. Ils y sont pas arrivés, ils ont créé un autre monde. Mais ce monde-là, ils l'ont créé en anéantissant des civilisations entières, les civilisations premières d'Amérique, en anéantissant
des dizaines de millions de familles pour transporter 14 millions d'esclaves au Nouveau Monde. Et en même temps, ils ont créé quelque chose. C'est un cataclysme, c'est un crime contre l'humanité, c'est incontestable. C'est pas un petit moment de l'histoire de l'humanité, ça dure grosso modo 3 siècles et demi, l'esclavage, plus ce qui va suivre. Nous en sommes, nous autres francophones, à plus de 150 ans, 160 ans après l'abolition de l'esclavage, l'abolition définitive de l'esclavage par la France. Oui. Mais c'est d'une fécondité absolument incroyable. Et quand vous avez raison de dire que ça défie la géographie, Oui. parce que si on prend des musiques comme les quadrilles, Oui. quadrille à la Guadeloupe, La quadrille à la Guadeloupe, Martinique, oui. quadrille aux Seychelles, Oui. quadrille à la Réunion, quadrille à l'île Maurice, quadrille au Brésil, aujourd'hui à peu près disparu, quadrille à Cuba, qu'on appelle la contradanza, et tous ces quadrilles apparaissent vers 1830-1850 et perdurent, pour certains jusqu'à aujourd'hui. Certains sont aujourd'hui des formes folklorisées, juste des vagues souvenirs dans la mémoire des musicologues. Et puis, certains ont été d'une force, d'une richesse absolument incroyable. Et c'est ça qui est phénoménal. C'est-à-dire que vous êtes en 1760 aux Petites Antilles, vous êtes en 1820 en Argentine, vous êtes en 1915 au Cap, en Afrique du Sud, il se passe la même chose. Il se passe la même chose parce que dans des endroits, dans des lieux, dans des périodes différentes, il se passe la même chose. Il se passe la même chose. Des gens contraints et forcés qui se rencontrent, des débris de culture européenne, qui rencontrent des débris de culture africaine, qui rencontrent les lambeaux de ce qui reste des cultures amérindiennes, et qui croisent les pauvres débris que vont apporter des Asiatiques, des Chinois, des Indiens, qui sont à leur tour déportés, emmenés dans ces nouveaux continents. Et c'est donc cette rencontre-là, cette rencontre de ruines, qui va fabriquer ces cultures d'une fécondité incroyable. Alors justement, vous parlez de l'effet de jambalaya, donc c'est cette mixité de cultures. Mais dans votre ouvrage, vous parlez également de 5 éléments pour bien définir, en fin de compte, la créolisation et la créolité. Les 5 éléments, c'est Oui. très simple. Il y a 3 éléments objectifs. Le déracinement, Oui, c'est une évidence. On voit tout de suite l'esclave nu, l'homme nu, comme disent les écrivains, qui est emporté dans un bateau, déporté. Mais il y a aussi l'Européen. L'Européen, c'est un paysan du Poitou, oui, c'est un militaire irlandais, qui, quand il va arriver là-bas, va se trouver, au sens propre, déraciné. Déraciné, c'est-à-dire qu'il n'a plus ses racines. Il n'est plus avec sa famille, il n'est plus avec ses voisins, il n'est plus dans son village. Les gens autour de lui ne parlent pas la langue dans laquelle il a été élevé. oui, Ça, c'est le déracinement. Et puis, c'est la rencontre. La rencontre, c'est la naissance des langues créoles, par exemple. C'est-à-dire que, c'est tout simple, vous êtes francophone. Imaginez, vous êtes coincé dans un ascenseur avec un Norvégien oui, qui ne parle pas anglais. Vous n'avez aucune langue en commun. Et puis, vous n'êtes pas juste coincé dans un ascenseur pour quelques heures. Imaginez que vous deviez rester 2 jours, 3 jours, que vous deviez réparer l'ascenseur. Ben, vous allez inventer une langue. oui, Vous allez ensemble inventer une langue. C'est ce que les linguistes appellent la langue zéro. La langue zéro, c'est donne-moi, stylo, boire. C'est des choses comme ça. Oui. On fabrique un langage. Ce langage, ça peut être les langues créoles, les pidgin, le papimiento, des langues de ce type-là, qui sont des langues transactionnelles, inventées ensemble pour résoudre nos problèmes. Et c'est dans ces langues-là que vont être socialisés les esclaves dans beaucoup de pays. Ensuite, il y a l'acculturation. L'acculturation, c'est très simple. L'esclave, je vous l'ai dit, il arrive nu, il n'a plus de culture, plus rien, un désespoir, une dépression absolue. Mais on imagine en surplomb le maître blanc. Mais le maître blanc, il a des problèmes lui aussi. Les maladies qu'il connaissait, il ne les voit plus, oui, il en voit d'autres. Il n'y a plus d'hiver. Quand on décide de fêter la Saint-Jean, le 21 juin, où sont les jeunes? Où sont les vieillards? Ils ne sont pas là. Donc on est obligé de recréer quelque chose. Les vieilles traditions, la vieille culture qu'on avait, elle a disparu. Ça, c'est les 3 éléments objectifs. Déracinement, rencontre, acculturation. Et puis il y a 2 éléments qui sont des éléments très particuliers, très spécifiques à la Oui. créolité, qui sont la haine de soi et la fascination ambiguë. ambigu. La haine de soi, c'est très simple. Quand
nous sommes les uns les autres séparés par la distance d'un fouet. Il y a celui qui reçoit les coups de fouet. Atrocité. Vous avez celui qui les donne. Celui qui les donne va vivre toute sa vie avec le remords et surtout avec la peur. La peur que l'autre ne lui arrache le fouet et à son tour lui donne des coups de fouet. L'esclavage, c'est 3 siècles et demi de terreur des maîtres. De terreur. Et au bout du compte, les anciens esclaves, les anciens maîtres se haïssent, c'est évident, mais entre les esclaves et les maîtres, il y a toute une foule de gens. Oui. Et notamment les mulâtres. Et notamment les enfants que les maîtres font avec des esclaves. Et ça aboutit à cette chose qui est totalement folle, mais qui fonde nos sociétés créoles, du sud des États-Unis jusqu'au sud de l'Amérique du Sud, dans toutes les Antilles, dans l'océan Indien, dans une partie de l'Afrique, dans quelques terres en Afrique, quelques terres créoles. C'est que entre le blanc et l'esclave, il y a un nombre infini de couleurs, de grades, de Oui. situations. Et en Martinique, par exemple, en C'est 1792, terrible, oui. le quart des esclaves sont possédés par des personnes de couleur. Le quart des esclaves appartiennent à des noirs ou à des mulâtres. Parmi eux, on pense que une bonne partie sont des esclaves qui sont possédés par leurs enfants. C'est-à-dire que des gens possèdent, ils ont un acte de propriété d'une De leur- esclave oui. qui est leur, Leur mère, mère. Oui. leur frère, leur sœur. C'est atroce, mais c'est comme ça. Et une société qui est née là-dedans, qui encore une fois ne l'a pas créée, ne l'a pas fabriquée, c'est une société qui est née de l'esclavage, ne peut que se haïr, que se mépriser. Et en face, il y a la fascination ambiguë. La fascination ambiguë, dans nos sociétés européennes, il y a quelque chose qui est très simple. Souvenez-vous, le 11 septembre 2001, vous avez des gamins à la télé, on les filme, toute la télé les filme, on les voit, ils sont en train de hurler « Ah bah l'Amérique, vive Ben Laden, vive Ben Laden !» Regardons ces enfants. Ils sont comment? Ils ont des casquettes d'équipe de baseball américaine. Ils sont habillés en streetwear. C'était la mode à l'époque, ils avaient encore des grosses chaînes de rappeurs. Ils ont des baskets de marque américaine. Et ils sont en train de crier « Ah bah l'Amérique !» La fascination ambiguë, c'est ça. La fascination ambiguë, c'est le maître, il a le prestige, il a le pouvoir, je le déteste, mais qu'est-ce que sa musique est belle? Comment les femmes s'habillent bien? Mais inversement, le maître, il regarde les femmes esclaves, il regarde les hommes esclaves, il regarde les enfants, et il y voit quelque chose qui n'est pas sa civilisation, qui est une liberté, qui est un désir sexuel, qui est le simple fait que l'on voit « Oh, mon Dieu, comme c'est amusant, comme il danse !» Et ça sera la mode, à la cour du roi Louis XVI, de ce qu'on appelle le menuet Congo. C'est la première danse de la world music en Europe. C'est à la cour du roi Louis XVI, à Versailles, on danse comme des nègres. Et on s'habille comme des nègres. Et est-ce que ça va favoriser l'abolition de l'esclavage? Pas du tout. Est-ce que ces gens-là pensent que les nègres ont une âme, le droit d'être libres? Pas du tout, à aucun moment. Mais ils adorent danser comme ça. La fascination ambiguë, c'est ça. Et c'est ça aussi qui va fonder ces sociétés. C'est aussi ça qui va fonder ces cultures. Ce qui fait que l'on va s'emparer de la musique de l'autre, on va la transformer, on va la discipliner, la civiliser ou l'ensauvager. En faire quelque chose de plus sauvage, de plus... Mais justement, quand vous dites faire des musiques un peu plus sauvages, selon le regard de l'autre qui découvre cet homme noir, comment se fait-il que chacun de ces esclaves qui sont arrivés d'un pays différent du continent ait pu oublier sa culture musicale? Puisqu'il y a eu des créations de musique, bossa nova au Brésil, on va dire biguine en Martinique, le compas en Haïti. Comment se fait-il qu'on ait pu oublier nos origines musicales? Le tambour a été interdit. Comment? Voilà. Alors, 2 choses. Faisons retour en soi-même. C'est un test que je propose aux étudiants, aux journalistes, à tout le monde. Vous connaissez le prénom de vos parents? Oui, Vous connaissez les prénoms de vos 4 grands-parents? oui, Vous connaissez les prénoms de vos 8 arrière-grands-parents? pas du tout. Voilà. Eh bien, c'est ça. C'est-à-dire que on se souvient, on a une idée, on a un parfum, on a un vague souvenir. Mais, et encore, nous,
nous avons appris à lire dans notre enfance. Nous avons des archives. Oui. Nous avons de l'état civil. Nous avons les moyens. Nous avons les moyens de conserver les prénoms de nos grands-parents. Nous ne sommes pas dans une civilisation dans laquelle on n'apprend pas à lire et où c'est interdit d'apprendre à lire aux esclaves. Non. Nous sommes dans une civilisation dans laquelle il y a des archives. Nous ne connaissons pas le prénom de nos arrière-grands-parents. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il va rester des choses, mais il va rester presque rien. Il va rester des orientations. Et il va rester aussi deux choses qui sont extrêmement importantes. Haine de soi, fascination ambiguë. Première chose, les tambours. Dans le tambour de la Guadeloupe, par exemple, mais c'est la même chose à La Réunion, Oui. et c'est la même chose à la Martinique, c'est la même chose à Aruba, c'est la même chose à la Dominique. Dans un peu toutes les terres créoles de tous les océans où il y a des cultures de tambour. Quand on prend le nom des rythmes de tambour, le grage, le mendé, le kaladja pour la Guadeloupe, ce sont des rythmes de tambour qui sont liés à la coupe de la canne, qui sont liés au travail du manioc et qui sont liés au travail sur les routes, c'est-à-dire une dameuse, et on est avec une dameuse pour tasser la terre sur une route, en sachant que chaque fois qu'il y a un orage, la moitié de la route est emportée, donc il faut retourner damer la route. Pourquoi ces rythmes sont passés dans le tambour ? Tout simplement parce que le travail est rythmé par un tambour. Oui. Donc on est dans l'esclavage, et dans l'esclavage, on préserve le tambour. Parce que le tambour, c'est le moyen le plus simple de rythmer le travail. Tout le monde fait le geste en même temps parce qu'il y a un tambour, et c'est plus simple. Le tambour, à ce moment-là, c'est un instrument de libération ou c'est un instrument collaborateur ? Le tambour, à ce moment-là, à cet endroit-là, et pendant des dizaines d'années, pendant des générations, le tambour est un instrument de l'oppression. Ce n'est pas du tout un instrument de libération et de remémoration d'une Afrique mythifiée. Non, c'est un instrument d'oppression. Il ne faut pas oublier une deuxième chose, c'est que dans la quête des éléments africains des cultures créoles, les linguistes nous ont apporté beaucoup de détails extrêmement intéressants pour la Martinique, pour le Brésil, pour la Réunion. Les éléments les plus africains des cultures créoles sont des éléments récents. Ce ne sont pas des éléments anciens, Oui. ce sont des éléments très récents. Plus le fait que un esclave, hélas, son espérance de vie, du bateau à sa mort, est de 7 ans. 7 ans. L'énorme majorité des esclaves sont ce qu'on appelle des esclaves créoles, des esclaves nés sur place. À telle enseigne qu'aux États-Unis, le nombre d'esclaves entre l'abolition de la traite en 1807 et l'abolition de l'esclavage en Oui. 1865, le nombre d'esclaves a été multiplié par 6. Oui. 6 fois plus d'esclaves. Donc là, il n'y a plus aucune nécessité nécessité d'héritage africain. La recherche des héritages africains, ça va apparaître avec la négritude, Aimé Césaire, aux alentours de 1940, et surtout quand vont arriver les indépendances africaines et où les nations africaines, début des années 60, vont commencer à avoir du prestige auprès de toutes les populations noires dans le monde, aux États-Unis, comme aux Antilles, comme au Brésil, comme épars dans l'océan Indien. Et ce qui est extrêmement intéressant, et là encore, réfléchissons à la vie des gens, à la vie, la simple vie. Je veux survivre, je veux rester vivant. Imaginons sur une plantation, un esclave dont on a remarqué qu'il chante bien, Oui. qu'il danse bien, qu'il est plutôt docile, qu'il est plutôt sympa, qu'il est plutôt rigolo, qu'il est plutôt musicien. Un jour, on lui apporte un violon. On lui dit, écoute, toi, t'aimes la musique, eh ben, tu vas apprendre à jouer du violon, et puis tu vas aller à la fête du maître, et puis tu vas jouer du violon pour faire danser le maître. Qu'est-ce qu'il va jouer, l'esclave ? Il va jouer de la musique de l'Afrique ou il va jouer la musique du maître ? Il va choisir la musique du maître. Il va choisir la musique du maître. Parce que sa survie, la survie de la femme qu'il aime, la survie de ses enfants, la survie de ses proches, la survie de ses copains, ça sera ça. Et puis, l'esclave, on peut imaginer qu'à un moment, il va dire, écoutez, ce type-là, ce petit vieux qui a 40 ans, hein, ce vieillard au bout de sa vie, c'est-à-dire 40 ans pour un esclave, ce petit vieux, il est plus bon au chant. Mais en revanche, là, avec les tibois
qu'est-ce qu'il bat bien le rythme. Regardez, regardez comme il le fait bien. Et on va lui sauver la vie comme ça. On va lui sauver la vie par la musique. Il ne faut pas jamais oublier ça. C'est-à-dire que résistance, affirmation d'une espèce d'identité opposée à l'identité du maître, c'est le meilleur moyen de mourir. Direz-vous qu'en fin de compte, cette oppression du maître blanc, on va dire, ou alors pour certaines colonies, je pense aux anglophones, la Jamaïque par exemple, est-ce que justement cette oppression permet au peuple noir de créer sa propre identité, parce que vous parlez d'identité racine puis d'identité rhizome, une sorte d'identité culturelle comme par exemple le reggae? Alors, il y a deux choses, il y a deux questions dans votre question. Je vais répondre à la deuxième. Vous parlez de peuple noir. Ce qui est singulier dans les cultures créoles, c'est qu'il n'y a pas de peuple noir. Il y a des noirs Oui. dans le peuple, mais il n'y a pas de peuple noir. C'est-à-dire qu'une grande partie du peuple est d'un nombre infini de couleurs, de métissage, de variété de couleurs. Vous allez aux Antilles aujourd'hui, Oui. vous voyez une palette Oui. incroyable de couleurs. Or, on sait qu'il y a moins de métissage aujourd'hui qu'à l'abolition de l'esclavage. Il y a moins de métissage aujourd'hui qu'à l'abolition de l'esclavage. Il y a moins de noirs aujourd'hui au Brésil qu'à l'abolition de l'esclavage. C'est totalement fou. Le métissage s'est plutôt ralenti avec la fin de l'esclavage. Pour une raison toute simple. Les esclaves, ils ne se marient pas librement. Leurs enfants peuvent être vendus. Donc, ils ont des réticences à avoir des enfants. Ils sont dans une situation sociale, sanitaire, humaine, tellement désastreuse, qui ne créent pas des familles. Ils ne sont pas comme vous, moi, aujourd'hui, nous tous, nos téléspectateurs qui nous regardent et qui ont envie de faire des enfants, qui ont envie de créer une famille harmonieuse. Oui. Non, ils ont des enfants parce que les femmes ont été violées, parce que les femmes espéraient s'en sortir, parce qu'elles ne sont pas mortes en couche. Donc là, s'il y a des enfants, chez les Noirs, et des enfants désirés et des familles que l'on crée, c'est après l'abolition de l'esclavage. Donc c'est à ce moment-là que la proportion de Noirs, sauf dans quelques pays, l'Argentine par exemple, Oui. après l'abolition de l'esclavage, que la proportion de Noirs va augmenter. Donc le peuple n'est pas noir, le peuple est de toutes les couleurs, avec des Indiens d'Amérique, D'Amérique. avec des Indiens des Indes, avec des Chinois, avec des Européens de toutes les couleurs, et il ne faut pas oublier qu'il y a énormément d'Européens pauvres, ce qu'on appelle les petits blancs. Il y a quelques maîtres, et puis des milliers de petits blancs. À l'abolition de l'esclavage en 1848 à La Réunion, le tiers des blancs sont indigents. Le tiers. C'est-à-dire que le tiers des blancs n'ont pas de quoi vivre sans la nourriture que leur donne l'administration. L'administration leur donne des légumes secs, de la viande salée, de la farine. Vous savez, La Réunion, vous le savez, vous jetez une tomate par terre, vous revenez 2 mois après, il y a un pied de tomate, hein, on le sait bien. Ben, le tiers des Blancs n'a pas de quoi se nourrir. Donc, on n'est pas dans des sociétés dans lesquelles il y a uniquement un pouvoir blanc et une pauvre masse noire. C'est beaucoup plus complexe, c'est infiniment plus complexe. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de volonté de se créer une identité. Au contraire, il y a une identité qui arrive. Il y a une identité qui est comme ça. On n'a pas le choix. C'est l'identité qu'on a. Il n'y a pas de discours nationaliste, entre guillemets. Il ne faut pas oublier hein, les indépendances dans la plupart des terres créoles. L'idée des indépendances va apparaître vers 1930, 1940, en ce qui concerne la Jamaïque, en ce qui concerne Trinidad et Tobago, en ce qui concerne certains pays d'Amérique centrale, qui sont toujours sous domination coloniale. Mais la plupart des terres créoles n'ont pas le discours identitaire que l'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que quand, aujourd'hui, des Jamaïcains parlent du reggae comme de leur musique, Oui. c'est pas avant Bob Marley, c'est après Bob Marley. Et c'est pas parce que le reggae est une musique formidable qui les unit. Non, c'est parce que de quelque classe sociale que vous soyez, vous êtes Jamaïcain, vous voyagez dans le monde, quelqu'un vous dit « Ah, Jamaïque, Bob Marley !» Forcément. C'est la même chose avec le steel band pour Trinidad. C'est la même chose avec le tango pour l'Argentine. Le tango est une musique de pauvres, de brigands même. C'est une musique des bas-fonds. C'est une musique méprisée, détestée et quasiment interdite. C'est-à-dire que c'est une musique qui reste dans les bas-fonds parce qu'elle n'a pas le droit d'être ailleurs.
C'est pas compliqué. Et vous avez des Argentins qui sont des fortunes gigantesques, hein, c'est les Qataris de l'époque, hein, ils ont des fortunes gigantesques, ils arrivent en Europe, ils parlent parfaitement, couramment français, anglais, sans accent, ils arrivent, ils sont élégants, ils ont des maisons magnifiques dans le 16e arrondissement de Paris, ils arrivent dans les salons, bonjour, vous appelez Pedro, c'est incroyable, vous êtes argentin, mais oui. Le tango. Et là, ils sont terrifiés, ils disent mais comment ça le tango? Et c'est parce que la haute société argentine est interpellée à Paris sur le tango que le tango va avoir le droit de citer en Argentine et va être reconnu. Aujourd'hui, le tango est musique nationale, fierté nationale, et ça a même été d'ailleurs une fierté pour les dictatures argentines. C'est l'extérieur qui va justifier ces cultures-là. Merci beaucoup Bertrand Dical pour cette première partie d'émission. Nous allons passer rapidement à la deuxième partie, carte sur table. Comme je le disais au début de l'émission, Bertrand Dical, alors vous êtes spécialiste de la chanson française, Tout Gainsbourg en 2016, dictionnaire amoureux de la chanson française, sorti en 2016 chez Plomb. Ces chansons qui font l'histoire. Alors, quel est cet amour pour la chanson française, ces chansons populaires? Alors, il y a deux choses. Il y a un, mon amour de la culture populaire, deux, la chanson française. La chanson française, c'est pas compliqué. Je suis français. La culture populaire, c'est vraiment parce que je suis antillais. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que je suis comme beaucoup de gens. Hein, je vais voir des films de ciné-club, des choses un peu snob. Je lis de la poésie un peu difficile. J'ai beaucoup d'admiration pour la musique savante européenne. Je suis fou de Jean-Sébastien Bach. Je suis passionné par l'opéra baroque. Mais je crois que vous, moi, nos téléspectateurs, nous tous, nous ne sommes pas définis par Jean-Sébastien Bach. Nous ne sommes pas définis par la poésie d'Apollinaire. En revanche, nous sommes définis par Aurelius Mabélé, nous sommes définis par Papa Wemba, nous sommes définis par Cheb Khaled, nous sommes définis par Georges Brassens, nous sommes définis par Édith Piaf. C'est-à-dire que la culture populaire, c'est nous, c'est ce que nous sommes. Travailler sur la culture populaire, sur l'histoire de la culture populaire, que ce soit la chanson française, que ce soit les musiques créoles, que ce soit la musique d'Afrique du Nord sur laquelle j'ai écrit, que ce soit le cinéma populaire de Louis de Funès, c'est toujours travailler sur notre société, c'est toujours travailler sur nous, c'est toujours travailler sur le collectif. C'est une autobiographie du collectif. Quand vous travaillez sur Serge Gainsbourg, vous faites une autobiographie collective des Français. Vous parlez de plusieurs générations successives de Français, de leur conscience. Vous parlez d'un artiste génial, mais vous parlez de nous tous ensemble. Et c'est vrai que je viens d'une génération de journalistes et de critiques qui a été particulièrement marquée par Umberto Eco et par Lector in Fabula, qui disait quelque chose de décisif. Il disait la fameuse page de Marcel Proust sur la Madeleine, la fameuse Madeleine de Proust, Proust ne voulait pas l'écrire. Enfin, il ne voulait pas l'écrire comme ça. Il ne voulait pas nécessairement que ce soit la page la plus importante. Sinon, il aurait juste écrit une page, sinon il aurait écrit autre chose. Oui. Et simplement, ce qui fait de cette page une page importante, ce qui fait de cette page quelque chose que connaissent tous les gens qui sont un peu allés à l'école, et pas beaucoup. Quand on dit Madeleine de Proust, on voit tout de suite ce que c'est. Eh bien, c'est nous qui l'avons fait. La recherche du temps perdu, avec la Madeleine au sommet, c'est nous qui avons écrit ce livre-là. C'est vous, moi, nous tous, qui continuons à l'écrire. Et la culture populaire, c'est ça. Le zouk, c'est une création géniale de Jacob Desvarieux et des frères Décimus, de trois Guadeloupéens qui, à Paris, inventent une musique qui va fédérer des musiques. Mais c'est nous qui, en dansant, c'est nous qui, en sautant en l'air, que ce soit au Zénith de Paris, sur un stade aux Antilles, ou devant 80 000 personnes en Angola, c'est ces gens-là qui font de cette musique une musique importante. Et c'est pour ça que les musiques populaires me passionnent, parce qu'elles parlent de nous. Et surtout, elles sont la voix de nous, collectivement. Elles sont la voix des gens du peuple, elles sont la voix des clochards, elles sont la voix des ambassadeurs, des ministres et des chefs d'entreprise qui, ce jour-là, n'ont pas de dossier à faire. On est après 22 heures.
Et là, ils sont avec leur femme de ménage, ils sont avec le chauffeur, ils sont avec le petit trafiquant de drogue, ils sont avec le boutiquier, ils sont avec l'employé de la poste, et tout le monde est ensemble en train de danser. Et à ce moment-là, vous avez un peuple. Et à ce moment-là, vous avez vraiment un peuple. À ce moment-là, vous avez vraiment une démocratie. Et c'est pour ça que ça m'intéresse. Merci beaucoup Bertrand Dical pour cette deuxième partie d'émission. Nous allons passer à la dernière partie, le coup de cœur. Pour ce coup de cœur, nous l'avons énormément cité dans la première partie de l'émission, c'est Édouard Glissant, cet auteur martiniquais. Vous lui rendez énormément hommage et pour ce coup de cœur, vous lui rendez encore hommage. Oui, c'est un livre qui s'appelle Le discours antillais que j'ai lu. Et je me souviens du livre. Et ce qui est drôle, c'est que je me souviens qu'à un moment, j'ai un stylo près de moi en me disant je vais souligner les passages importants. Et ce qui me fascine, c'est qu'au bout de 10 pages, 15 pages, je me rends compte que j'ai rien souligné parce que tout est important. Tout est important. Et très simplement, ce qu'a fait Édouard Glissant, c'est de nous dire, nous Antillais, nous ne sommes pas que des nègres, nous ne sommes pas que des Français, nous ne sommes pas que des Américains, nous ne sommes pas que des gens qui souffrent, nous ne sommes pas que des gens aliénés, nous ne sommes pas que des descendants des oppresseurs et nous ne sommes pas que des descendants des opprimés. Nous sommes tout, tout à la fois. Nous sommes au carrefour du monde. Nous sommes le monde. Nous sommes le monde. Nous sommes des tout petits pays, des toutes petites îles. Et on nous méprise parce que nous sommes minuscules. Quand Édouard Glissant le raconte bien, dans plusieurs de ses livres, dans des colloques, dans des interviews, il dit, il est à Paris, il est à New York, il est à Berlin, il dit, je viens de Martinique. Ah, la Martinique, Pointe-à-Pitre. Non. Ah oui, pardon, excusez-moi, Pointe-à-Pitre. La Martinique, c'est le reggae, c'est ça, le reggae. Ben non, il est d'un tout petit pays. Mais pourtant, sa pensée vaut pour le monde entier. Elle vaut même pour les Français, elle vaut même pour les Américains, blancs, riches. Elle vaut pour tout le monde. Elle vaut, nous ne sommes, notre identité n'est définie que par la relation. Que par la relation. Un Antillais, c'est quoi? Souvent, c'est une peau qui vient d'Afrique. C'est une langue qui vient d'Europe. C'est une cuisine qui vient d'Asie, puisque la fameuse culture créole, c'est de la cuisine indienne. Nous avons une musique tout le temps ma collègue, oui. Qui puise dans tous les sens. Oui. Qui vient de partout à la fois. Nous avons tout ça, mais nous sommes en plus d'un lieu, nous sommes de l'Amérique, où il y a les cyclones, Oui. c'est les tropiques, il y a certains animaux, il y a certaines maladies. Nous grandissons avec la dengue, nous savons ce que c'est la dengue, les Européens ne savent pas. Ça fait partie de nos expériences. Nous savons que, en moyenne, une fois dans sa vie, on a un cyclone qui détruit sa maison. À peu près dans toutes les vies d'Antillais, il y a un cyclone catastrophique, à un moment ou à un autre. Tout ça, on le sait. C'est notre bagage. Mais pourtant, nous devisons avec le monde entier. Nous avons la langue des Européens. Nous avons la culture des Américains. Nous avons quelque chose d'évident, et Aimé Césaire l'a bien dit, hein, nous avons quelque chose d'évident dans notre rapport à l'Afrique. Nous sommes le monde. Et le discours antillais, cette vision de la créolité, cette vision de la créolisation, c'est, dès le début des années 60, une manière de voir le monde maintenant, aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez un gamin aux Philippines, à Hong Kong, dans la banlieue parisienne, dans la banlieue de Lagos, ils écoutent un peu les mêmes musiques. Ils ont les mêmes outils, les mêmes téléphones. Oui. Ils ont les mêmes soucis. Ils n'ont pas forcément les mêmes religions, le même niveau de vie, le même régime politique, mais ils ont envie des mêmes choses. Ils ont envie de faire un Musicali avec un... Ils rêvent d'être Ayana. Et c'est pas seulement de la consommation, c'est du désir d'être avec l'autre, c'est du désir de se... Et ce que fait Édouard Glissant, c'est qu'il dit que descendant d'esclaves, ce qui est mon cas, comme descendant de maîtres, c'est le même pays. C'est le même pays. Aucun n'est exclu. Chacun a les mêmes droits sur ce pays. Et à partir du moment où chacun a les mêmes droits, on peut se tenir la main, on peut converser. On a la même culture, on a la même langue, on peut s'aimer, on peut faire des enfants d'ailleurs, on peut aller ailleurs, on peut se déplacer. Et que, à partir du moment où l'on regarde ce qu'est un Antillais, c'est une prophétie de ce que sera le monde.
Et ce qui est incroyable, c'est que nos tout petits pays minuscules, et encore, nous les francophones, on connaît la Guadeloupe, la Martinique, mais qui connaît Aruba, qui connaît Oui, Sainte-Lucie, qui connaît la Dominique, qui connaît Montserrat, qui connaît Antigua, qui connaît Anguilla, qui ouais. connaît la Barbade, Saint-Vincent, ouais, et Saint-Vincent, toutes ces îles, Ouais. qui les connaît? Mais toutes ces îles-là prophétisent de ce que sera le monde. Merci beaucoup Bertrand Dical, Merci à vous. merci beaucoup de votre passion. Vous êtes vraiment, on vous écoute. Enfin voilà, merci d'être venu, de parler, voilà, pour évoquer votre dernier ouvrage, Ni noir ni blanche, histoire des musiques créoles, paru chez La Rue Musicale, Philharmonie de Paris. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à vous, mes chers téléspectateurs, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre auteur bourré de talent. Merci de votre fidélité. Au revoir et à bientôt.